Quand même mieux encore comme ça, regarde là. Hey! Ah. Et voilà, me voilà. C'est moi que là. Donc, commençons. On va peut-être réduire un peu cette page-là. Tac, voilà. Alors, donc l'objectif de ce live, hein, c'est de parler des analogies dans les différentes voies initiatiques que vous avez et de casser un peu les clichés aussi. Alors, soit on va croiser vos trois univers, souvent mystérieux pour beaucoup de gens, et on va essayer d'en parler clairement, sans fantasme et sans procès. Oui. Donc on va passer à chaque fois l'un après l'autre. Donc on va faire dans l'ordre. À chaque fois, je commencerai par Sam, après David et après le Yo. D'accord? Comme ça, au moins, on essaye d'avoir un déroulé. Voilà. On va commencer par la présentation des invités. Donc, je vais vous demander de vous présenter brièvement en 2-3 minutes. Enfin, voilà, vous présentez tous. En commençant par toi, donc du coup Sam, et Okay. Je te laisse la parole. Voilà. Ça marche. Alors, je m'appelle Sam, mon nom d'auteur c'est Samand, S-A-M-A-N-D, c'est le nom sur lequel vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Donc, moi j'ai appris la Kabbale déjà il y a 21 ans maintenant, à la suite d'une expérience mystique en fait, où j'ai eu besoin de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants du mysticisme. J'étais pas du tout dedans au début, absolument pas, mais l'expérience mystique a fait que j'ai eu besoin de comprendre. Donc, je suis allé chercher à la source, je suis parti en Israël dans une école de Kabbale authentique. Puis j'ai étudié depuis 21 ans avec eux, donc en aller-retour, un coup en allant là-bas, un coup ici par internet. Et donc j'ai pu approfondir largement le domaine de la Kabbale. Aujourd'hui, je suis instructeur, j'écris des livres et tout ça pour pouvoir rendre cette science accessible et la dépoussiérer un petit peu, parce que dans l'inconscient, elle est souvent mal connotée, puis il y a souvent des versions. Enfin, il y a eu une mode un petit peu où tous les mouvements ésotériques s'appelaient un peu Kabbale de ci, Kabbale de ça. Donc voilà, j'essaye d'un petit peu de rectifier. Voilà pour moi. Ok. Donc on va passer au Yo parce que on a perdu David, il va remonter, je pense. Donc le Yo, du coup, c'est toi le deuxième. D'accord. Je te laisse la parole. On t'entend parfaitement. Super. Ravi et déjà merci pour l'invitation, c'est hyper sympa. Alors pour ma part, je suis donc franc-maçon depuis 2010, donc ça fait 16 ans que je suis dans la maison. Et pour ma part, je pratique. Alors je ne préciserai pas forcément dans quelle obédience, parce que je ne pense pas que ça soit très pertinent, en particulier parce que je me garderai bien de parler au nom d'une obédience que je n'ai absolument pas le droit de faire. Donc, prendre déjà la précaution de langage, que tout ce que je peux avoir à raconter sur la maçonnerie, c'est mon expérience personnelle et tout à fait subjective. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et donc pour ma part, donc je dirais que j'appartiens à la tradition, on va dire spiritualiste de la maçonnerie, celle qui est peut-être assez proche des origines, donc une recherche de spiritualité adogmatique. Voilà. Donc et pour ceux que ça intéresse ou qui s'y connaissent un petit peu, je pratique le rite écossais ancien et accepté, qui est le rite le plus largement répandu sur la planète. Je crois qu'à peu près 3 maçons sur 4 le pratiquent, mais ça n'est pas le seul. Mais voilà, ça donne une petite idée, parce que l'esprit de ce rite est effectivement orienté autour de la recherche spirituelle. Et comment moi je suis tombé dans l'affaire? La première fois que j'en ai entendu parler, je devais avoir 15-16 ans. J'étais déjà intéressé par des questions de recherche philosophique et spirituelle, mais n'ayant pas de religion dans ma famille, j'avais pas de religion auquel me rattacher. La première fois que j'entends parler de la maçonnerie, en fait, j'ai rejeté le concept, ne comprenant les paradoxes, on va dire apparents,
que la maçonnerie peut présenter. Et donc, j'avais rejeté le truc. Et ce qui a basculé, c'est la rencontre avec celui qui deviendra mon parrain, qui était déjà un monsieur un petit peu âgé à l'époque. Et c'était un monsieur absolument extraordinaire qui avait fait malheureusement partie des enfants qui avaient été raflés pendant le Veldiv. Et c'est cette rencontre extrêmement privilégiée avec ce monsieur qui me parlait d'humanisme et qui me parlait de bonheur, qui me parlait d'amour de son prochain. Et moi, je le regardais avec des yeux de hibou, ne comprenant pas comment un homme qui avait vécu ce qu'il avait vécu pouvait encore avoir une forme d'espoir, alors que j'étais moi-même particulièrement misanthrope. Et voilà. Et donc, je suis rentré en maçonnerie. Pourquoi ? Parce que j'étais affreusement jaloux de ce que ce monsieur avait manifestement compris et que moi, je n'avais pas compris. Et voilà comment je me suis retrouvé en maçonnerie. Très, très bon résumé. Parfait. David ? Attends, faut que tu ouvres ton micro, David. Attends, je te l'ouvre. Parce que je t'avais coupé parce que tu faisais du bruit. Mais je t'ai ouvert, c'est bon. Ah on peut oui, y aller. c'est bon. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai un parcours assez particulier. En fait, moi, je suis donc avant tout maçon, tailleur de pierre. Et en fait, j'ai découvert... moi, d'origine, je suis dessinateur en bâtiment. Et très rapidement, je suis spécialisé en béton armé. Et très rapidement, ça ne correspond pas du tout à ce que je recherche. Et donc, très rapidement, je commence à me poser plein de questions. Et je fais mon service national dans la Drôme. Et pendant, j'ai 56 ans, c'est pour donner à peu près mon âge et comprenez que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le service national. Et à l'époque, pendant le service national, il y avait un service qui s'appelait objection de conscience. C'est-à-dire que j'ai refusé de porter les armes. Et dans cette association-là, dans la Drôme, nous avons eu la chance d'aller visiter un lieu qui a changé totalement ma vie, qui s'appelle l'Abbey de Boscodon, dans les Hautes-Alpes. Et en allant visiter l'Abbey de Boscodon, je découvre un moine bâtisseur, l'un des derniers moines bâtisseurs, qui s'appelle Isidore. Et là, il me parle de tracés géométriques, de symbolique de chrétienne, de symbolique de métier. Et là, je découvre d'un seul coup que derrière le maçon tailleur de pierre, il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un simple maçon qui pose du parpaing, qu'il n'y a pas qu'un simple tailleur de pierre qui a taillé du caillou. La démarche peut être aussi philosophique, spirituelle, initiatique, avec une transformation totale de l'homme. Et là, je reste complètement bloqué parce que j'entends parler d'accord d'année, j'entends parler de tracés géométriques, comme je disais tout à l'heure, mais j'entends aussi parler de nombre d'heures et tout ça. Et j'avoue qu'à l'époque, je suis à des milliards de kilomètres de tout ça. Chemin faisant, je rentre chez les compagnons du Tour de France, malheureusement trop tardivement parce que j'avais 25 ans, et ils me disent tu peux pas tourner. C'est-à-dire que je ne peux pas faire mon propre Tour de France. Moi, c'est pas grave, je rentre par une porte, je peux pas entrer par une porte, je rentre par une autre, et je deviens ce qu'on appelle un renard sur le Tour de France, c'est-à-dire que je fais mon propre Tour de France. C'est-à-dire que je décide de tourner par moi-même. Voilà, donc je fais ma formation de maçon et après je commence à tourner. Donc je vais de chantier en chantier, de ville en ville, et je rencontre justement des gens et tout ça. Et un jour, on me parle de franc-maçonnerie. Et là, je fais quoi ? Franc-maçonnerie. Moi, petit maçon de métier, avec un pauvre petit CAP, je peux devenir franc-maçon. Et j'avoue que ça m'interroge vraiment parce que pour moi, la franc-maçonnerie, alors que j'appelais pas à l'époque spéculative et encore moins de théorie, comme on disait au 18e, pour moi, c'était un peu fait pour une certaine élite, entre guillemets. Et donc, je rentre à 30 ans chez les frangins du Grand Orient. J'avoue que je me fais très rapidement chier, il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est pas ce que je viens chercher. Et en parallèle, en fait, je découvre qu'il y a plein de petites loges parallèles, en fait, qui se promènent, qu'on appelle vulgairement des loges sauvages ou des loges, moi j'appelle ça plutôt des loges libres, mais on appelle ça vulgairement des loges, des loges sauvages. Et on me propose de rentrer dans une loge sauvage. Et là,
je suis dans un vieux rituel opératif anglais qui s'appelle le rite émulation. Et là, boum, et là je fais, mais mince, là, il y a quelque chose, quoi. C'est-à-dire que les outils du rite émulation, me parlaient parce que j'y retrouvais, moi, en tant que maçon de métier. Et chemin faisant, je rentre après en formation, je fais un autre CAP là, de tailleur de pierre. Et là, c'est, je comprends plus ce qui se passe parce que je comprends que mon métier de maçon tailleur de pierre, comme dirait l'Angleterre, de mason en fait, parce que c'est celui qui prend la pierre, et il y a une relation totale avec la franc-maçonnerie. Donc, je reste en fait parce que comme je ne peux pas rentrer chez les compagnons, je suis trop vieux. En parallèle, plus tard avec le chemin, je rencontre une société de compagnons qui eux me reçoivent chez eux pour pouvoir justement, voilà. Donc moi j'ai été reçu ce qu'on appelle aspirant sur le Tour de France. Je suis aspirant maçon. Je suis reconnu comme maçon sur le Tour de France, ce que je voulais parce que comme je fais aussi de la maçonnerie et de la taille de pierre, si je faisais que la taille de pierre, ça marchait pas. Donc je suis rentré chez eux comme maçon, on va dire opératif de métier. Et voilà. Et donc, en parallèle, pendant à peu près 25 ans, j'ai continué quand même chez les francs-macs, mais c'était plutôt chez mes frères 3 points, comme j'aime les appeler. C'était surtout et avant tout pour étudier, en fait, les rituels, mais les anciens rituels qui sont plutôt anglo-saxons, pas les rituels français. On va dire, s'il y a le rite français que j'ai étudié qui est hyper intéressant et le rite émulation qui est hyper intéressant. J'ai après étudié un autre qui s'appelle le rite York. Et en fait, j'ai retrouvé ce que je dirais la substance moelle du métier opératif. Et là, j'étais très étonné parce que c'est des rituels qui sont en fait extrêmement opératifs. Voilà. Qui sont vraiment faits, c'est des métiers, c'est vraiment des rituels de métier pour les sociétés de métier, mais qui sont travaillés par des intellectuels. Et moi, ma plus grande question, quand je suis rentré en franc-maçonnerie, actuellement, j'y suis plus pour l'instant, peut-être que je retournerai un jour, j'en sais rien, mais pendant ce laps de temps, ma question a toujours été comment des intellectuels qui n'ont jamais touché un outil de leur vie peuvent parler d'un outil qu'ils ne connaissent pas. En gros, comment un intellectuel qui est banquier, ou je ne sais trop quoi, avocat, toubib, institut, ou tout ça, qui n'a jamais taillé de la pierre, mais jamais, jamais, il ne sait même pas ce que c'est qu'une massette, il ne sait même pas ce que c'est qu'un ciseau, il ne sait même pas ce que c'est qu'un taillant, puisse discuter pendant des heures sur un outil qu'ils ne connaissent pas. Et ça a été, et pour moi, qui est rentré chez les frangins, ça a vraiment été, pour moi, la question absolue, comment c'est possible. Moi, c'est-à-dire que ma dimension d'opérative fait que nous, les opératifs, on pense avant métier, et du métier découlent les rituels. Voilà. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que 26 ans après, je ne comprends toujours pas. Voilà. Donc ça a toujours été ma grande question. Et dans cette démarche-là, effectivement, par ces rituels opératifs, donc c'est vraiment des rituels opératifs parce que il n'y a pas d'autre mot, quoi. Eh ben, j'ai découvert en fait mon métier de tailleur de pierre vraiment autrement, de bâtisseur, on va dire. Et j'ai même des fois l'impression que les frères maçons, que j'aime beaucoup, hein, parce que c'est quand même mes frères aussi, m'ont usurpé un peu mon identité et ont usurpé un peu mes outils. Et j'aime souvent leur dire, allez, jouez avec mes outils et après on verra, quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. J'ai peut-être été un peu long, comme toujours. Faudra me couper, hein. Sur les on coupera rien du tout, on garde tout. Je suis un peu une babelle, comme on dit dans Schnorr. Ouais, voilà. mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Non, donc, maintenant, je suis encore. Alors, je voulais dire quand même, par contre, je suis plus en maçonnerie, mais je suis chez les compagnons, dans une petite société de métier, qui est une petite société compagnonique. Je vais pas la dire parce qu'on va trop deviner qui je suis, parce que je suis un peu connu quand même. Et donc, pour éviter qu'on se dise, je savais pas qu'il était franc-mac, qu'il a été franc-mac, ou je ne sais trop quoi, parce qu'on me connaît le truc, ça va très rapide, hein,
Connu, tu passes à la télé. Voilà. Oui, mais ça va très vite en disant il passe de à voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc c'est pour ça, je dirais pas, mais je suis dans une société de compagnonnage. Cette société-là de compagnonnage accepte les adultes, itinérants et non itinérants. Et en ce moment, je suis en train de tailler ma pièce de réception, enfin, pour devenir compagnon maçon, et je devrais normalement faire mon chef-d'œuvre cette année et le présenter cette année. Voilà. Je vais en profiter pour te poser une question personnelle tant qu'on est dans le sujet, parce que mais il y a un âge pour rentrer chez les compagnons. Tu peux pas rentrer après un certain âge? Alors, en fait, il y a deux sociétés compagnoniques qui, elles, ne prennent que des jeunes, les compagnons du devoir, donc ce qu'on appelle l'association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, et la fédération compagnonique des métiers du bâtiment, qu'on appelle les compagnons du Tour de France plutôt. Eux, c'est grand maximum 25-27 ans. Mais c'est plutôt du 25-30 ans, on va dire, grand maximum 30 ans, mais vraiment grand maximum. Pour moi. Tout simplement parce que c'est un compagnonnage de jeunes qui est fait pour former des jeunes avant tout. C'est-à-dire que les jeunes sont apprentis, souvent ils sont apprentis chez les compagnons, ils font leurs 2 ans d'apprentissage et après ils ont le choix de faire totalement autre chose ou de rentrer en itinérance chez les compagnons et là ils deviennent aspirants pour après, s'ils veulent continuer après l'aspiranat, pouvoir devenir compagnons. Mais il existe en parallèle un compagnonnage de société d'adultes où tout homme et femme de plus de 18 ans, artisans ou non, salariés ou non, peuvent rentrer chez eux en compagnonnage et faire leur propre chemin initiatique de compagnonnage. Et voilà. Et donc moi, je fais partie de ces sociétés. Alors moi, en plus, comme je suis quelqu'un de très bien, j'ai choisi de prendre une société compagnonique qui est une scission. Enfin, c'est des compagnons qui ont quitté cette société-là pour en créer une autre. Donc c'est plus rigolo. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. Donc et nous, notre société est mixte et on reçoit les femmes et les hommes et tout métier manuel. Donc avec des grandes questions, est-ce que par exemple un jardinier ou un paysan peuvent rentrer en itinérance, enfin peuvent rentrer sur le Tour de France parce qu'effectivement ils travaillent de leurs mains. Est-ce que par exemple un chirurgien dentiste ou un chirurgien par exemple qui répare les jambes ou des choses comme ça peuvent rentrer en compagnonnage? Voilà, c'est pour nous actuellement des grandes questions parce que évidemment ils travaillent de leurs mains. Donc nous en fait on accepte tout le monde, tous ceux qui travaillent de leurs mains. Alors ça veut dire que quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, lui il travaille pas de ses mains, hein, parce que ça nous on peut le faire. Mais vous voyez, ça veut dire qu'il travaille vraiment de ses mains. C'est-à-dire que c'est tous les métiers manuels que notre société aime tellement. Voilà. Enfin, ils sont contents de nous retrouver quand ils ont besoin de construire une maison. Et une autre question, et après on passe au sujet, enfin aux autres questions, mais est-ce qu'on peut pas ranger le compagnonnage dans la case franc-maçonnerie, parce qu'au final il y a disciples, compagnons, apprentis, compagnons et maîtres. Pareil. Ouais, alors c'est pas tout à fait ça, mais on en est pas loin. Effectivement, le compagnonnage il peut rentrer dans la franc-maçonnerie, c'est-à-dire dans la maçonnerie opérative. Après, effectivement, il y aura des sociétés qui seront plus ou moins initiatiques. Il y aura des sociétés plus ou moins initiatiques, en fait, voilà. Mais effectivement, la franc-maçonnerie opérative a existé en France, et entre guillemets, je dirais qu'elle a été remplacée par le compagnonnage. Elle a existé en Angleterre et dans les pays anglo-saxons, elle existe toujours. Il y a encore des sociétés de francs-maçons opératifs en Angleterre, par exemple, ou en Écosse, et on a même encore des sociétés de métiers en Angleterre ou en Écosse et en Irlande, si je ne me trompe pas, qui sont vraiment, je dirais, ils sont très très peu encore, mais qui sont vraiment avec des rituels. En fait, les rituels
je dirais, anglais qu'on trouve plus ou moins en franc-maçonnerie, là, sont faits que par des hommes de métier. Vraiment que par des hommes de métier. Et enfin, quand je dis hommes de métier, c'est un H, c'est-à-dire hommes et femmes de métier. Voilà. Parce que le compagnonnage, enfin, les sociétés initiatiques de métiers médiévales, on sait que les femmes étaient déjà en initiation aussi. On avait des femmes qui étaient artisans, qui travaillaient, qui avaient des femmes tailleurs de pierre, etc., etc. Donc c'est bien plus tard qu'il y a eu une séparation où les femmes sont restées à la maison et les hommes étaient sur le chantier. Et ben, tant qu'on est avec toi, on finit avec toi comme ça. On finit sur cette question que je reposerai aux deux invités. Mais si tu devais définir ton ordre initiatique en une phrase, tu dirais quoi? Je dirais maçonnerie de métier. Voilà, c'est la maçonnerie de métier. C'est vraiment, je dirais même, je dirais même le métier avec un grand M. Parce que dans le métier, il y a quand même deux mots intéressants. Dans mon métier, il y a mystère ou mystique. Et c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension du métier qui est quand même très, entre guillemets, n'ayons pas peur du mot, au Moyen-Âge, le métier, c'était chrétien. Voilà. Donc, il y a cette dimension, qu'on va dire, qui est très spirituelle. Et en même temps, il y a toute une partie mystique et mystère qui, alors, c'est pas obligatoirement les mystères du métier. Pour beaucoup, le mystère du métier, ça va être, je sais pas moi, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, par exemple, ils vont penser qu'il y a des secrets de métier. Non, il n'y a pas de secret de métier, ça c'est des conneries. Par contre, combien d'apprentis j'ai vu rentrer sur les chantiers qui regardaient le sol et qui, à fur et à mesure du chantier, se relevaient pour devenir vraiment des gens qui sont bien plantés dans le sol. Et ça, c'est vraiment initiatique. C'est-à-dire qu'il y a, par le métier, par la difficulté, par la main, eh bien, on va pouvoir se lever, devenir quelque chose. Et après, ces métiers-là, quand on parle d'un métier, il y a une dimension mystique, mystérieuse, on va dire, mais il y a une dimension aussi proche de la nature, il y a tout ça qui rentre en jeu. Eh bien, c'est des métiers où il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que plus on avance dans le métier, plus on découvre qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et qu'on sera jamais rassasié. Et ça, c'est le plus beau parce que ça veut dire que quand on rentre en métier, on ne sait pas tout ça. Et quelques années plus tard, moi maintenant j'ai 30 ans de métier, 35 ans, et je me rends compte que j'espère vivre encore autant pour en apprendre autant. Et moi, j'ai prévenu quand même ma famille et mes potes le savent que quand je vais décéder, moi, je rêve de mourir avec la toile à la main, ou avec mon taillon à la main. Il y en a qui ont rêvé de mourir sur scène. Certains voulaient sur scène, voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, voilà, c'est exactement ça. Mais moi, j'ai dit, attention, je pars avec mes outils. C'est-à-dire que dans mon cercueil, il y aura ma canne de bâtisseur, pas ma canne de compagnon, parce que ma canne de compagnon sera transmise à un futur compagnon, mais il y aura ma canne de bâtisseur, parce que j'ai une canne vraiment de bâtisseur que je me suis fait, et il y aura dedans aussi, j'espère, une truelle, mon fil à plomb, des choses comme ça. Voilà, parce que c'est le métier qui m'a fait grandir, en fait, quoi. Sans oublier la chaux. La chaux. Ouais, la chaux, on va finir à la chaux, mais c'est le métier. Moi, je dis toujours que le métier rend libre. C'est pas on pourra peut-être parler de liberté, mais le métier rend libre, alors que le travail ne rend pas libre. C'est faux, ça. Le travail ne rend absolument pas libre. C'est le métier qui rend libre. C'est-à-dire que si tu as un savoir-faire, une histoire et tout ça, oui, là, le métier rend libre. Le travail ne rend pas libre. Tu rentres à l'usine, tu n'es pas libre. Voilà. Parce que quand tu fais ce que tu aimes et que tu es à 100% épanoui dans ton métier, ça te rend libre. Exactement. Moi, par exemple, moi j'en parle souvent, ça me dérange pas, moi, de finir tard ou quoi, parce que j'aime ce que je fais, tu vois. Quand je fais un truc, j'ai pas envie de le laisser et dire, je vais bâcler le truc. Non, je veux finir et que ça soit correctement fini.
C'est peut-être C'est ça. là-dessus que je te rejoins sur ces trucs-là. Voilà, Et quand tu c'est ça. parlais de métier tout à l'heure, il ne faut pas oublier que pour faire un peu d'étymologie, le métier vient à tisser et que Ouais. artisan vient aussi de là, l'art de tisser, Ah, mais l'art de complètement. tisser, l'artisan. Complètement. Donc Voilà. être Et, un artisan, c'est un art et je pense que c'est aussi beaucoup que ce qu'on a trouvé perdu dans nos métiers du bâtiment. Enfin, moi, je parle pour moi qui est plus dans le bâtiment en général. Les gens n'ont plus de conscience professionnelle, ils s'en foutent de ce qu'ils font. voilà, Voilà, ils viennent chercher Voilà. l'argent et ils n'ont pas de conscience, ils n'aiment pas Exactement. ce qu'ils font. Voilà. Moi, Ouais. je ne suis pas dans Et nous, de ces gens. mon logo représente bien le métier. Hein. C'est le compas, c'est l'esprit. Voilà, on a une tête, on est loin des décons. L'équerre, c'est la matière. C'est le métier, c'est l'équerre, c'est la matière. Donc le compas et l'équerre qui est en fait croisé, ça correspond bien à à ça. C'est-à-dire que sans la matière, pas d'esprit. Sans esprit, pas de matière. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, un manuel est un intellectuel qui travaille avec ses mains. Voilà, qui parle avec ses mains. La règle, c'est très simple. La règle, ça porte bien son nom. C'est la règle du métier et la règle en même temps, ma règle à moi, c'est-à-dire que c'est la droiture. Et puis après, au milieu, on a une petite rose. Ça, vous irez chercher. Voilà, ça peut être la rosa mystica, la rose mystique. Ça peut être la rose sans épines ou avec épines. Et là, on va peut-être rentrer dans des plus de profondeur chez notre frère maçon ou notre frère qui est spécialisé en cabane. Vous voyez, il y a tout un ensemble qui vient se tisser après. Et après, nous, on va découvrir tout un tas de trucs. J'ai trouvé des rituels franc-maçonniques, mais qui étaient d'une... comment dire, quand je les ai lus, j'ai dit, mais ça a été fait par un homme de métier. C'est pas possible qu'un frangin, un intellectuel du XVIIIe siècle, qui était souvent des bourgeois ou des aristocrates, ou on oublie complètement aussi des prêtres ou des moines, puissent sortir ça. C'est un truc, c'est tellement de métier, quoi. Voilà. David, garde-en un peu pour après, parce que. Je vous laisse maintenant, allez. J'arrête de parler, non, mais je sais que. Mais garde-en un peu. Je leur laisse, parce que moi, je suis en roue libre pendant 3 heures, hein, donc faut pas. Je leur laisse à mes collègues qui. Voilà. J'ai dit totalement. Sam, je te demanderais de définir en quelques phrases. Tu as le droit de prendre du temps. Hein, il en a pris pas mal. Donc, définis-nous un peu ta voie initiatique. Si tu devais la définir en quelques phrases. Voilà. Alors, la Kabbale, c'est une science de la perception qui a été structurée de façon à ce que, en expliquant une succession de racines et de branches, on arrive au point maximal de la perception qui est le créateur, ou on peut l'appeler Dieu, ou selon les traditions, il change de nom, jusqu'à la créature, c'est-à-dire l'effet, c'est nous, quoi. Donc il y a toute une réalité qui existe qui va du créateur à la créature, et pour calculer cette réalité, il y a la Kabbale. Donc la Kabbale, elle permet de comprendre de façon ontologique la réalité, et aussi d'évoluer dans cette réalité de façon dynamique. Je crois que ça fait un bon résumé. Je peux rajouter que c'est souvent pris pour une mystique, c'est souvent pris pour quelque chose de très ésotérique, quelque chose de religieux, c'est souvent pris pour quelque chose de rituelique, c'est faux. C'est vraiment pas ça, c'est juste que, comme c'est une science, en fait, qui utilise une terminologie un peu folklorique, parce que on parle d'anges, de démons, de forces, de partout, enfin, il y a une terminologie assez spécifique, qui a influencé les religions par la suite, parce que la Kabbale est à la base des religions, donc c'est au début quand les premiers humains ont réussi à structurer la réalité et à se transmettre ces codes de structure. Pour s'en rappeler, en fait, ils se le sont transmis sous forme de rituel, en fait. Mais le rituel en lui-même n'est rien. Donc c'est pas rituelique, en fait. C'est quelqu'un qui comprend la Kabbale n'a pas besoin de faire de rituel en quoi que ce soit. Le rituel, c'est un peu comme un bouquin qu'on se transmet pour se rappeler de. Le rituel est peut-être aussi là pour te mettre dans une certaine condition qui te permette d'être ouvert et de recevoir.
C'est très, c'est très débutant parce que normalement, si tu comprends l'essence de la perception, t'as pas besoin de béquilles pour rentrer dans une perception parce que t'as les barreaux de l'échelle qui te permettent d'accéder directement à la perception en question. Donc, quand on utilise des rituels, quand quelqu'un utilise un rituel de façon à ce que sa psychologie soit influencée, c'est une béquille en fait. Normalement, il est censé pouvoir faire ça sans son rituel. Donc, les rituels, ils ont vraiment été construits comme des contenants. C'est comme un livre, quoi. On t'a transmis qu'il y avait et si tu regardes un rituel, il y a un code, en fait. Il y a comme une matrice qui est la véritable information du rituel. C'est ce qui fait toute la mauvaise compréhension, d'ailleurs, du sujet. Parce que quand tu reçois un bouquin avec écrit le rituel et que tu crois qu'il faut mettre en pratique ce qu'il y a écrit, t'es loin de comprendre que, en fait, ça sert à comprendre un code. Donc, ça se transmet oralement de maître à élève. Il y a besoin d'un mec qui l'a compris pour l'expliquer à un autre mec. Parce que si tu passes juste le bouquin d'une personne à l'autre, comment dire, les kabbalistes, ils ont écrit pour les kabbalistes. Quelqu'un qui prend un livre de kabbale et qui n'est pas kabbaliste, il va jamais comprendre ce que ça raconte. Et d'ailleurs, il va souvent tordre le sens et en sortir toutes les énormités qu'on peut aujourd'hui trouver très facilement sur Internet. Ok. Le yo, à ton tour. Oui, avec plaisir. Alors pour ma part, si je reprends exactement ta question de comment on pourrait essayer de définir ce qu'est la voie initiatique en franc-maçonnerie. Alors avant de le faire, je vais reprendre cette précaution de langage qui me paraît essentielle. Non, je veux pas que tu me décrives la voie initiatique, je veux que ta voie initiatique, ce que toi tu y as trouvé et ce que ça... Exactement. Donc à ce titre-là, c'est pour ça que cette nuance est importante, puisque je ne me permettrai jamais de parler ni au nom de mes frères et de mes sœurs, et encore moins au nom de mon obédience ou de la franc-maçonnerie en général. Alors, si moi je dois le décrire, en fait, la démarche initiatique en maçonnerie, elle, contrairement à ce que nous disait David de façon très intéressante pour la Kabbale, est complètement appuyée sur un rituel. Et en fait... Juste précision, la Kabbale c'est Sam, David c'est ton frère maçon. Autant pour moi, pardon, merci beaucoup. Donc, Sam qui nous parlait de la Kabbale nous disait qu'effectivement, il n'y avait pas besoin de rituel. En franc-maçonnerie, on prend clairement le contre-pied pour une raison, je crois, assez simple, c'est que en fait, l'exercice, la pratique maçonnique, c'est dans l'espace qu'on va séparer, qu'on va créer de la loge, c'est d'essayer justement de se concentrer sur des questions qui sont très difficilement abordables dans on va dire dans le monde profane. Et l'initiatique va constituer à se faire une expérience intime de ce que ça signifie que de rentrer dans un état d'esprit où la seule chose qu'on nous demande, c'est de réfléchir contre nous-mêmes avec les autres. Et c'est en ça que le rituel est le fondement, puisqu'il est le cadre dans lequel on va pouvoir s'essayer à cet exercice très 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 difficile qui est celui de se taire. J'ai beau avoir 15 ans dans la maison, je peux toujours vous dire que je suis toujours pas, je suis pas du tout au bout. Donc ça, je le planterai comme ça. Là où par contre, je pense qu'il est très important de préciser, parce que les mots sont traîtres, c'est de préciser que rituel est souvent très mal compris, puisque comme on utilise ce mot aussi dans des religions ou des ordres religieux, lorsqu'un franc-maçon ou une franc-maçonne emploie le mot de rituel pour parler de sa pratique maçonnique, il faut immédiatement qu'il y ait un petit signal alerte. Un rituel en franc-maçonnerie, par définition, et par opposition totale à ce qui se fait dans des religions, le rituel en soi n'est pas sacré. Il ne l'est jamais. La pratique maçonnique n'est pas le rituel sur lequel on s'appuie. C'est un support à la réflexion, c'est un support à la discussion, c'est aussi les règles
de prise de parole et de circulation de la parole. C'est aussi la façon dont les cérémonies se déroulent avec toute leur théâtralité, qui effectivement peut être perçue comme un peu surannée, voire absurde vu de l'extérieur ou les premières fois qu'on débarque. Et pourtant, oui, ça. Mais elles sont bien là pour te mettre dans une pour te Condition, mettre état d'esprit. dans un état d'esprit bien précis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est en ça, justement, que la maçonnerie est une pratique et que, effectivement, ça ne veut rien dire que d'être maçon si on ne se donne pas le temps de pouvoir fréquenter une loge et de vivre ce rituel pour, justement, s'éprouver soi-même dans cet exercice du silence. Parce que vraiment, c'est pas simple. Hein. Moi, je crois que ça serait très dur pour moi, une année entière de silence. Plus que ça, parfois. Plus que ça, parfois. Plus, ça va, merde. Ah, ça dépend. Chaque loge, en fait, comme c'est la maçonnerie, en maçonnerie, c'est pas une université. C'est-à-dire qu'en fait, en maçonnerie, on n'est pas là, les frères, les sœurs ne sont pas là pour s'inquiéter de ce que tu penses. La maçonnerie est là pour t'aider à construire et à manipuler des outils. Et c'est là où, du coup, ça fera le pont avec, je pense, la remarque que faisait tout à l'heure David sur l'opératif en disant « mais je ne comprends pas ce qu'ils font ces gars-là » parce qu'effectivement, ils sont incapables de tenir proprement un ciseau et un maillet et pourtant, ils n'arrêtent pas d'en parler. Oui, oui, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, nous, notre méthode, elle est symbolique. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons n'est absolument pas à prendre au premier degré, à commencer par le rituel, qui n'est pas une liturgie, donc il n'est pas sacré. Preuve en est, régulièrement, il y a des commissions où on les retravaille. Le texte n'est pas sacré. Preuve en est, la franc-maçonnerie existe sous différentes formes avec des rites qui sont différents. Le rite que je pratique à 33 degrés, il y a un rite égyptien en 99 degrés, il y a un rite suédois, je crois, en 7 degrés. Voilà. Et il y a des rites tout simples en 3 degrés aussi. Oui, c'est ce qui constitue d'ailleurs le fondement de la maçonnerie, ce sont ces 3 premiers degrés. On dit qu'il n'y a rien au-dessus, effectivement, du grade de maître, qui est le 3e degré. Tout le reste n'étant que de l'approfondissement. Les Anglais disent side degrees. En français, on dit haut grade. C'est vrai que le terme est peut-être pas idéal. Mais voilà. En tout cas, je resterai sur cette idée-là. Le rituel, c'est le cadre dans lequel on s'essaye justement à cet exercice de découverte de soi et de la découverte de ce que c'est qu'une spiritualité adogmatique dans le cadre de la loge. Et l'initiatique constitue en fait en cette échelle de degrés, puisque de façon assez intelligente, le rite, plutôt que de abreuver et de assommer ses membres en leur balançant des questions métaphysiques dès le début, va procéder par paliers. Et c'est ça la notion d'échelle initiatique et donc de progression, parce qu'en fait, effectivement, il y a certaines questions qu'on traite beaucoup mieux quand on en est traité d'autres d'abord. Par exemple, commencer à s'intéresser effectivement à la taille de la pierre pris comme symbole de la construction de soi-même dans cette logique de retirer quelque chose, hein, voilà, c'est peut-être premier comme question à traiter avant de commencer à s'intéresser à ce que le mot sacré peut signifier en absolu, et si l'absolu existe. On n'en sait absolument rien. Donc encore une fois, la maçonnerie, elle ne s'inquiète pas, ne s'intéresse pas à ce que ses membres pensent. En revanche, elle oblige ses membres, avec les outils, à se poser la question « Pourquoi vous pensez ce que vous pensez ?» C'est extrêmement difficile, non seulement d'aborder cette question, de le faire en sincérité, et soyons honnêtes, c'est très pénible. Parce que sur ce chemin, on se rend compte que la plupart des choses que l'on croit vraies sont en réalité des idées que nous avons cristallisées autour de notre propre identité.
Et donc, commencer un travail de remise en question pour essayer de se libérer de potentiellement de choses fausses ou de choses qu'on nous a simplement imposées, qu'on aurait intériorisées. Faire ce travail-là, c'est un travail extrêmement douloureux pour l'ego. On parle de vitriol, de travail vitriolique, parce qu'on doit dissoudre des certitudes, des préjugés, pour laisser apparaître quelque chose de neuf et de nouveau. De la même façon que le tailleur de pierre révèle l'objet, son chef-d'œuvre qui était caché dans le bloc de pierre, le maçon doit faire la même chose. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Notre ami Patrick Burensteinas, David Douldira, il nous aurait dit visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Pour vitriol. Voilà. Donc on va reprendre, dans le sens. Je vais recommencer par Sam, puisque David avait déjà répondu à la dernière question. Je vais vous en poser plusieurs d'un coup, comme ça fera un condensé, c'est plus simple, parce qu'une question par une question, sinon ça va être plus compliqué, et puis j'ai envie que vous développiez un peu le truc, sinon ça va être trop réduit. 3 questions, Sam. Qu'est-ce qui t'a fait rester dans cette voie autant d'années, pendant toutes ces années? Qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vision du monde? Et est-ce que tu aurais aimé comprendre, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre au début? Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Sam? T'es là, Sam? Attends, ouais, mon micro était coupé, pardon. Ah. Ouais, redis-moi la première question, s'il te plaît. Alors, première question, je t'avais dit, qu'est-ce qui t'a fait rester dans cette voie pendant tant d'années? Ok. Je vais commencer par là. Attends, voilà. après, Ouais. Okay, allez, vas-y. Donc, ce qui m'a fait rester pendant tant d'années, c'est l'évolution. C'est le fait que tu arrives, tu comprends rien, et que petit à petit, tu comprends de plus en plus, jusqu'à que tu puisses comprendre beaucoup. Au début, quand je suis arrivé, donc moi, je suis arrivé dans un groupe en Israël, un groupe traditionnel. Donc, autant te dire qu'ils s'embarrassent pas vraiment de ce que tu viens foutre ici, tu vois. Si tu veux venir, tu peux venir, mais ils sont pas très concernés par la bonne compréhension de ce que tu vas. Donc, juste pour que les gens comprennent, t'es pas israélien, t'es pas. Ah non, pas du tout. Moi, je suis chrétien. T'as rien à voir avec tout ça. Et t'es allé là-bas comme ça et on t'a accueilli comme normal. Je suis italo-grec et j'ai grandi dans une famille chrétienne très très engagée dans le christianisme, ce qui me faisait me poser aussi des questions. Et je voulais aussi certaines réponses au sujet du christianisme, surtout après avoir eu des perceptions plutôt mystiques. Et j'ai trouvé qu'à la racine de toutes les religions, il y avait la Kabbale. C'était pas trop compliqué à étudier. Il y avait ces histoires du nom divin, du tétragramme et tout ça, puis tout me ramenait un petit peu à ça, à la Kabbale. Donc j'ai cherché un groupe authentique. Je voulais pas m'initier sur Internet ou alors avec des albums de Madonna. Je voulais quelque chose de sérieux. Donc je suis allé directement sur place dans un groupe. Donc le groupe, en fait, un groupe de Kabbale, les Kabbalistes, ils ont toujours accueilli tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui arrive jusqu'à là-bas. Parce qu'il faut quand même se poser vachement de questions pour avoir la nécessité de se mettre dans une yeshiva avec 400 personnes qui sont en train de transpirer sur des livres qu'ils comprennent pas. Tu vois, c'est assez, ça paraît rebutant au premier abord. Au début, tu arrives, tu lis des bouquins, tu comprends, mais rien du tout. Tu vois, c'est de la symbolique. On te parle de codes de perception qui sont complètement hors de propos. Mais petit à petit, en fait, plus tu restes et plus les gens autour de toi t'expliquent ce qui est en train de se passer. Et tu te rends compte que tu arrives, en fait, dans un cours qui a commencé il y a 10 000 ans, quoi. Ils sont toujours en train de faire leur cours et puis toi, tu prends le train en cours de route et t'avances comme ça. Et donc, ce qui a été bien, c'est que quand moi j'ai commencé à participer, l'école de Kabbale en question, donc la Kabbale lourianique, donc c'est l'école du Bala Soulam dans laquelle je suis allé. Le Bala Soulam, c'est quelqu'un qui voulait vraiment que la Kabbale soit transmise à toute l'humanité par rapport aux solutions qu'elle apporte à des problèmes qui sont aujourd'hui d'actualité, comme les problèmes du fait que l'ego aujourd'hui est quelque chose qui bouffe tout et que c'est de plus en plus perceptible. Avant, quand on était tenu par la survie, c'était un peu moins perceptible. Aujourd'hui, c'est de plus en plus perceptible.
Donc, il avait à cœur que la Kabbale se révèle dans l'humanité. Et comme quand je suis venu, j'ai assez vite, entre guillemets, compris les premiers degrés principaux, on m'a rapidement nommé professeur pour la France. Donc, au bout de 4 ans d'études, j'ai commencé à enseigner en fait l'introduction à la Kabbale, c'est-à-dire le langage, le glossaire de base, comment on comprend les termes séchérotiques, c'est pas Malchut, Tiferet, tout ça, les 4 mondes, les différentes lumières. Enfin, tu vois, il y a tout un lexique, tout un glossaire qui est pas forcément facile à capter et il y a besoin de quelqu'un qui connaît pour l'expliquer, tu vois. Donc moi, j'en ai bénéficié en allant là-bas, à force de rester à étudier. Et puis, on m'a dit, bah écoute, maintenant que tu sais, c'est très bien, autant que tu ailles diffuser. Donc, j'ai pu me développer en même temps dans ma compréhension et en même temps dans mon application. Parce que quand tu appliques, la Kabbale, il se trouve que c'est quelque chose qui permet de faire de créer des sociétés, tu vois. Tu as les bases de la perception qui te permettent de maintenir un groupe stable. Et d'ailleurs, toute l'expérience se fait en groupe. Donc, quand tu évolues, naturellement, en fait, tu dois en venir à enseigner. C'est une forme d'évolution que tu acquiers pendant ton apprentissage. Donc, j'ai pu, ouais, évoluer, enseigner, et j'ai progressé durant ces 21 dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où j'ai pas progressé. Il n'y a pas une année où il n'y a pas des choses qui se sont révélées. Il n'y a pas une année où les choses, elles se sont pas clarifiées. Il n'y a pas une année où j'ai pas augmenté dans mes niveaux de perception, tu vois. Donc, c'était très encourageant. Alors j'ai continué. Tu vois. C'est pour ça que ça fait 21 ans que je fais ça, c'est parce que ça marche encore et je crois que ça va marcher encore un bon moment. Tu vois, je suis loin d'avoir fait le tour complet. Même si pour l'instant là, on pourrait dire, en me voyant de l'autre côté, on pourrait dire ah ouais, il a compris grave des trucs. Mais moi, quand je le mesure, j'en ai pas compris tant que ça. Il reste encore pas mal de chemin. Tu vois, donc je pense que je vais y rester encore un bon moment. Donc voilà pour la première question. Ce qui m'a fait rester, l'évolution et l'avancement. Et la deuxième, c'était quoi? Alors, la deuxième, moi, je dois dire que, en tout cas, moi, ton évolution en 4 ans, depuis 4 ans à peu près, on se connaît, on s'est vu, ouais, par là. Ouais. J'ai regardé le dernier live, ouais, ça doit être 4 ans. Donc, moi, j'ai vu ton évolution et j'ai vu, ouais, quelqu'un qui était déjà pas mal posé dans le délire avant et qui maintenant, t'écris des bouquins, ça, ouais, je me dis que, voilà, tu sais de quoi tu parles. Même moi, quand j'écoute tes vidéos et tout, pourtant, j'en ai écouté pas mal qui parlaient de ces sujets. Il y a aussi beaucoup de charlatans, on doit le dire aussi, dans tous ces sujets. Et non, ce que tu dis n'est pas déconnant, même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas kabbaliste, mais qui s'intéresse à tout ce qui est philosophie et tout. Parce que pour moi, je dois le dire, en tant que profane, dans tous ces ordres initiatiques, j'y vois beaucoup de philosophie. Au premier abord, comme le disait tout à l'heure le yo, il y a des choses qui peuvent faire paraître à telle ou telle chose mauvaise, mais moi j'y vois que de la philosophie derrière, un peu comme on pourrait le retrouver dans des récits grecs où tu as une aventure avec un héros, tout ça. En fait, l'aventure, le héros, tout ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui découle de tout ça et la philosophie qui en découle. Et le héros, l'aventure, sert juste à faire voyager l'histoire au fil des siècles, c'est tout. Voilà. Et du coup, la deuxième question, comme ça je te laisse entamer, ta vision a-t-elle changé, ta vision du monde est-ce que ça a changé ta vision du monde, tout ça? Je pense que Alors, oui. de façon extraordinaire, c'est simple. Moi, avant de rentrer dans ce genre d'études, j'étais clairement un petit délinquant de banlieue. Donc, le plus barbare qu'on peut imaginer. J'étais loin d'imaginer qu'un jour j'écrirais des bouquins, hein, mais vraiment loin d'imaginer. Donc, l'évolution, elle a été extraordinaire, c'est simple. J'ai pu comprendre les limites de ma perception, j'ai pu comprendre comment les modifier et comment les reprogrammer. Donc, comment passer du rien au tout, mais de la nuit au jour. C'est vraiment... j'ai pas de mots pour décrire la grandeur de la transformation que j'ai vécue grâce à cette connaissance mise en pratique, cette sagesse méthodique qui est une science. Hein, donc j'insiste beaucoup sur le mot science parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose de très mystique et tout ça. C'est mystique parce que il y avait pas beaucoup de mots pour l'expliquer. Aujourd'hui, on a des mots depuis qu'on a eu les théories sur justement la perception qui date d'il y a même pas un siècle, qu'on a eu la psychanalyse avec Jung et tout ça, on a eu les systèmes électromagnétiques qui se sont révélés et tout ça. On a des mots en plus maintenant pour expliquer. Avant, les mots, ils étaient un peu compliqués. C'était ange, démon, tout ça, là, c'était difficile d'expliquer. Donc, si on passe
la barrière du langage, on va dire, si on comprend en tout cas la science qu'il y a derrière, c'est une vraie science en fait. C'est vraiment une manière scientifique d'aborder la perception et de progresser à l'intérieur, de se diriger à l'intérieur des perceptions, de modifier ces perceptions pour pouvoir changer justement les choses qu'il y a autour de nous, changer ce qu'il y a dans nous et changer ce qu'il y a autour de nous, puisque les deux sont reliés. J'imagine que mes deux confrères ici présents seront absolument d'accord avec cet axiome que tout est un et les choses sont reliées entre elles. Donc on accède à un niveau de connaissance qui est pour moi ce qui se fait de mieux en fait quand on a une vie un peu comme ça de barbare. Si on veut changer en fait, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés de leur chemin. Si on veut changer, des fois, faut aller au bout en fait, comment dire, au bout de la recherche. Moi, j'étais pas convaincu par les religions, j'étais pas convaincu par les cultures, j'étais pas convaincu par le nationalisme, j'étais pas convaincu par le travail, j'étais convaincu par rien du tout. Je voulais connaître le code du code, le truc du truc. Et arrivé là-bas, bah, ils ont réussi à me tenir assis assez longtemps pour que je devienne écrivain, tu t'imagines? Donc la progression, ouais, est phénoménale. Voilà pour cette question. Dernière question pour toi, et après je passerai à Oyo. Qu'est-ce que tu aurais comprendre au début quand tu es rentré en te disant je veux comprendre quoi? Qu'est-ce que tu cherchais entre guillemets au départ, voilà. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup taquiné, c'est comment on lit la Bible. Parce que la Bible, j'avais compris que c'était un recueil justement scientifique écrit dans un langage qu'on comprend plus. Et j'avais cette question qui m'a couru pendant 10 ans avant que je trouve exactement la façon de la lire. Donc ça a pris quand même un moment. Donc il a fallu comprendre la structure des mondes, comment les lumières descendent à travers les mondes, comment elles touchent nos récipients de perception et tout ça. Et en fait, la Bible, elle nous décrit ça. Elle nous décrit, mais avec un langage qui n'est pas habituel. Donc ça, c'est le premier truc que je cherchais. J'aurais pas pu l'apprendre en 5 minutes. Ça demande quand même du temps d'apprentissage pour l'apprendre. C'est impossible de mettre 6 mois à apprendre ça. Non, c'est quelque chose, c'est des vraies études. Mais ça, ouais, c'était le premier truc que je voulais parce que c'était un grand mystère pour moi. Comment ça se fait qu'il y a des tas de gens qui sont religieux, ils sont tous pas d'accord. Tout le monde ils disent qu'ils ont raison. Chacun dit que sa prière elle marche, mais ils font pas la même prière. Tu vois, c'était un espèce de mystère. Je me dis, la religion dirige le monde au même titre que l'argent, le sexe, le cinéma et la politique. La religion, c'est quand même un gros morceau. J'aurais bien aimé, je voulais comprendre en fait le fondement, tu vois, comment on lit ces bouquins-là. Est-ce qu'il y a une structure dans le texte qui apparaît quand on a de la connaissance qui nous permet de le lire différemment? Est-ce que c'est un mode d'emploi de l'humain? Est-ce que c'est un texte historique? Et spoiler alerte, non, c'est pas un texte historique du tout, c'est un texte intérieur. C'est quelque chose de spirituel, donc ça ne parle jamais du monde physique. On a des degrés de lecture différents sur le même texte. Il y a des degrés qui sont le fait de le prendre littéralement, mais ces degrés-là ne fonctionnent pas mis bout à bout sans avoir ce qu'on appelle le SOD, le secret de lecture, qui est qu'est-ce que ça signifie à l'intérieur de moi. Je vais prendre un exemple rapide. Vous savez, il y a beaucoup de lois religieuses qui interdisent le cochon. Donc là, dans la Kabbale, ça vient de la Kabbale, ça, ces premières interdictions. Donc le cochon, en hébreu, ça vient du mot razor, qui vient d'un mot qui est razir, qui veut dire retourner à ses détritus. Donc le cochon, il a un attribut qui mange ses propres excréments, tu vois. Donc en fait, ce qu'on calcule, c'est l'attribut du mot. Donc manger du cochon, ça veut dire appliquer son attribut, retourner manger ses propres détritus, retourner faire quelque chose qu'on a validé comme mauvais, qu'on a validé comme quelque chose de mauvais pour nous. Ça s'appelle manger du cochon. Ça a rien à voir avec le petit cochon. On l'a écrit comme ça à cause des mots, en fait, à cause de la racine des mots. On a écrit une histoire avec les mots qu'on pouvait trouver, parce qu'il n'y a pas de mots vraiment qui sont spirituels. On est obligé d'utiliser les mots de ce monde. Donc voilà, donc tout le texte, il est construit de cette façon-là, en double lecture. Et quand tu connais la clé de lecture, eh ben ça change tout. Et c'est très libérateur. J'ai commencé ma diffusion de la Kabbale, par exemple, en Afrique francophone, justement parce que je remarquais que là-bas, il y avait une colonisation mentale due à la religion qui était un peu trop présente. Et je voulais commencer justement par là, ouvrir un petit peu des nations qui sont... Parce que nous, en Europe, on a tendance à se foutre de plus en plus de la religion. Mais en Afrique, c'est pas pareil, tu vois. Donc j'ai eu un grand succès en faisant des cours là-bas, parce qu'effectivement, c'est extrêmement libérateur de comprendre des clés de lecture d'un livre qu'on te raconte tous les dimanches. En fait, on te le raconte pas bien. On te le raconte pour te bloquer, pour te coincer, quoi. Donc c'est bien d'avoir la bonne version. Excuse-moi, j'ai entendu que tu allais commencer à dire un truc, je t'ai coupé.
Oui, puisque je revenais sur ce que tu disais sur les mots en Kabbale, enfin Gematria et tout ça, les mots ont tu vas retrouver Keter, par exemple, c'est la couronne, mais tu vas retrouver la racine de ce mot-là pour d'autres mots qui sont en lien aussi avec qui pourraient avoir des analogies avec la couronne. Donc ça vient avec ce que tu voulais dire sur le cochon, tu vois, le fait de. Le problème, c'est ça, c'est que tout n'est qu'analogie et il faut chercher ce qu'il y a derrière. Et on en avait déjà parlé pour l'histoire des détritus et du fait de retourner. C'est l'exemple le plus parlant. Comme celui qui n'apprendrait pas de ses erreurs, c'est comme s'il remangeait sa propre merde, quoi. Tu vois, exactement. Et on dit qu'il mange du cochon. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, le yo, à toi. Est-ce qu'il faut que je te répète tes questions, le yo, ou tu... Non, je les ai notées. Parfait. Je sais que tu es sérieux, toi. Allez, vas-y. Alors, ta première question, c'était qu'est-ce qui t'a fait rester dans cette voie tant d'années? Ça, en fait, c'est très intime comme question, mais en vrai, en un mot, et je pense que ça recoupera exactement avec ce qu'on a entendu juste avant de Sam, c'est l'idée que oui, il y a bien quelque chose qui se passe et qu'en fait, on le mesure, on le vit soi-même, cette expérience-là. Et donc, ce qui te fait rester dans cette voie, c'est le fait que si normalement tu as été, entre guillemets, à peu près bien formé à la méthode dans tes premières années, tu devrais arriver assez vite, normalement, à la conclusion que il ne s'agit absolument pas d'une accumulation de savoir. Se transformer dans une voie initiatique, ce que le travail qui est derrière ça, c'est quelque chose de lent. Ça te transforme, mais plus comme une érosion lente et non pas, tu vois, une illumination brutale qui viendrait comme une sorte d'épiphanie. C'est tes certitudes qui commencent à se fissurer. C'est certaines de tes réactions que tu observes toi-même dans le chaos de ton silence, puisque c'est le seul droit et le seul devoir que tu as en tant qu'apprenti de te rendre compte du volcan. Et moi, le volcan était énorme. J'avais beaucoup de colère en moi. Il y en a encore. Mais de le voir, du coup, ces réactions deviennent moins automatiques. Et en un mot, je dirais qu'en fait, on apprend à habiter avec le doute, à être tranquille avec le doute.